le temps, il y a eu des gens qui étaient des enfants qui étaient rebelles, qui ne travaillaient pas en classe, qui n'écoutaient pas, qui ne voulaient pas obéir. On a toujours trouvé que c'était des enfants insupportables. Du reste, en faisant une petite recherche, je me suis aperçue que la plupart des grands penseurs avaient été de très mauvais élèves. Alors je ne voudrais pas que les très mauvais élèves se disent aussi qu'ils vont devenir des grands penseurs, parce que ça c'est pas dans le réversible dans tous les sens, mais la plupart des gens, vous savez qu'Einstein par exemple, on lui avait dit qu'il fallait vraiment que j'abandonne l'école parce que c'était pas possible, donc je pense que c'était aussi un enfant indigo avant la lettre. Donc tous ces enfants qui sont insupportables, c'est pas qu'ils sont insupportables, vous savez, il y a un médecin américain qui est un grand spécialiste, qui est un psychiatre de l'hôpital John Hopkins, qui est un des grands hôpitaux américains, qui disait « Ce ne sont pas les enfants qui ont des problèmes, mais la société dans laquelle ils vivent. » Alors justement, au lieu de se dire « Il y a quand même des enfants qui sont insupportables », c'est vraiment en ce moment un gros sujet de préoccupation, il faudrait se dire « Pourquoi sont-ils insupportables ?» Et je crois que ça, c'est une question qu'on devrait se poser à tous les niveaux. Pourquoi y a-t-il autant de délinquance? Pourquoi y a-t-il autant de gens qui ne vont pas bien? C'est parce que je crois que c'est notre société qui est en train de les fabriquer. Donc il faudrait, au lieu de sévir, il faudrait, je crois, éduquer. Et ça, évidemment, c'est pas du tout l'intention des gens qui nous gouvernent, parce qu'au fond, quand les gens sont éduqués et savent, on ne peut plus les gouverner. Vous avez remarqué combien, en ce moment, on nous dirige par la peur. Je prends comme exemple ce qui vient de nous arriver avec l'histoire de la grippe. Je ne suis pas là pour vous parler des vaccins, mais enfin c'est un exemple absolument typique. Des gens qui étaient avec une trouille bleue. Moi je connais des gens qui suivent mon combat depuis très longtemps, qui m'ont toujours dit « je suis comme toi, je déteste les vaccins, c'est très dangereux ». Et puis là ils m'ont dit « mais oui, mais quand même, on ne sait jamais, on va quand même se faire vacciner ». Je connais des gens intelligents qui se sont fait vacciner par peur. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Je crois qu'il y a une seule chose à éradiquer sur la Terre, c'est la peur. Et quand on n'a pas peur, on ne risque strictement rien. Vous voyez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que vous avez souvent des menaces? Et je dois dire, je crois que ça continue, mais je crois que si on n'est pas dans la peur, on est protégé, on ne risque rien. Si vous mettez dans la vibration de la peur, à ce moment-là, effectivement, vous serez en but à des quantités de problèmes parce que vous vous mettez sur la vibration. Et ça, moi j'ai un petit-fils qui est si on peut dire un indigo, et qui me disait un jour, tu vois, je ne parle pas à ces gens-là parce qu'on n'est pas sur la même vibration. Il avait 3 ans et demi, et il avait déjà la notion de vibration. Donc déjà, vous ne mettez pas dans la vibration de la peur. Or, pour l'instant, justement, ces enfants qui posent des problèmes à nos gouvernements, à nos dirigeants, aux professeurs, à tout le monde, et aux parents souvent, il y en a des milliers et des milliers, il y en a des quantités, et je crois qu'en France, il y a 360 instituts pour la rééducation des enfants de 5 à 12 ans. Mais ils peuvent toujours essayer de rééduquer. Ce qu'ils vont faire, c'est, vous savez que la plupart dans ces endroits-là, on leur donne des produits chimiques. La chimie est une réponse à tout en ce moment. Vous êtes malade, on vous donne des produits chimiques. Vous avez des problèmes psychologiques, vous prenez de la chimie. Vous avez des problèmes avec votre patron, ou avec votre mari, ou avec je ne sais pas quoi, vous prenez des antidépresseurs. Dans tous les sens, c'est toujours la chimie qui est une réponse à tout. Et malheureusement, ces enfants qu'on drogue, on leur donne un produit qui s'appelle de la ritaline, en général, qui est un produit extrêmement dangereux. Et quand les enfants commencent à avaler ça, il est évident qu'ils vont devenir des zombies. Et on commence du reste à avoir des drogués dès le moment où on fait des péridurales et des choses comme ça aux mères. Automatiquement, on est dans la drogue et ces enfants sont révoltés. Alors il y a des enfants qui ont une grande sagesse et qui ont la chance d'être dans des familles extrêmement compréhensives. Donc ça ne se passe pas trop mal. Il y a ceux qui sont avec des parents absolument fermés à tout ça. Et alors ceux-là, ce sont ceux-là qu'il faut aider, il faut plaindre, parce que souvent ça se passe très mal. Moi j'ai des parents qui m'ont dit, oui mais moi je donne de la ritaline à mes enfants parce que je veux qu'ils soient les premiers en classe. Alors vous savez, on est dans une civilisation, il faut être le plus beau, le plus intelligent, le premier, le plus riche, le meilleur tout le temps. Et c'est exactement ça qui se passe. Bon, je t'écoute. Et donc ces enfants, on les a appelés indigos, c'est mon éditeur qui a voulu qu'on les appelle indigos, parce que c'est un sujet qui se vend, mais maintenant ils ne sont plus indigos les enfants, ils ont d'autres couleurs d'aura, donc moi je préfère les appeler les enfants nouveaux, les enfants du nouveau millénaire, qui sont très différents de mentalité. Donc ces enfants, quand vous leur donnez vous essayez de leur donner les mêmes valeurs que nous avons reçues. Moi je sais que enfant, je n'avais pas le droit de parler à table, je n'avais pas le droit d'avoir des idées différentes de ceci, je n'avais pas le droit de me révolter. Bon, mais maintenant ces enfants réclament ces droits-là et je crois qu'ils ont totalement raison.
Et alors j'étais très surprise, parce que quand j'ai commencé mon enquête, c'est toujours les hasards qui font bien les choses, j'ai rencontré plein d'enfants, de nombreuses personnes m'ont dit, je connais un petit garçon, une petite fille que tu devrais rencontrer, qui me semble être tout à fait dans l'action des indigos. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des êtres qui n'étaient pas comme les autres, qui avaient une espèce d'évolution spirituelle assez extraordinaire. Et alors quand on a l'habitude de les regarder, j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui sont des magnétiseurs et autres, et qui m'ont dit, ils n'ont pas les mêmes vibrations que nous. Or, je connais une astrologue qui a fait une grosse étude sur les indigos, en fait, sur cette arrivée d'enfants. Et c'est dans les années 83, 1983, entre 1983 et 1997, il y a eu des configurations planétaires qui ressemblent exactement à ce qui s'est passé au moment de la Renaissance italienne. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a eu un renouveau de l'humanisme, il y a eu vraiment des très grands penseurs. Et maintenant, ces enfants, quand on compare leurs thèmes, ils ressemblent aux thèmes de ces gens-là. Donc vous voyez, ils sont arrivés à peu près à cette époque. Il y en a toujours eu, hein. Il y a eu des enfants indigos, c'est-à-dire des enfants qui étaient un peu à l'avance sur leur temps, qui n'ont aucun rapport avec les surdoués. Hein. Il ne faut surtout pas confondre un indigo et un surdoué. Le surdoué est un enfant qui est souvent très très brillant et puis qui avec l'âge perd son côté brillant, savant et autres. Alors dans les indigos, il y en a qui sont doués pour certaines choses, mais en général, pour tout ce qui est scolaire, ils ne sont pas très très doués. Mais en revanche, par exemple, tout ce qui est technique moderne, alors là, la technologie, ils sont extraordinairement forts. J'ai rencontré des enfants de 3 ans qui savaient servir d'un ordinateur, qui aidaient leurs parents quand ils avaient un gros problème, et c'était inné. Ils sont nés avec ces choses-là, et pour eux, c'est un instrument totalement normal, comme la plupart d'entre nous, comme on nous a donné des bicyclettes enfants, on a trouvé ça normal, et bien eux, l'ordinateur, c'est une chose totalement normale, ils savent s'en servir très bien, et toutes ces technologies sont très très fortes. Du reste, vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a eu comme ça des gens qui piratent sur Internet et autres, ce sont toujours des enfants de 10, 12 ans, 15 ans qui sont arrivés à entrer dans les trucs du FBI aux États-Unis, etc., etc. Ils sont quand même extrêmement doués pour ces choses-là. Et ceci dit, ils ne sont pas du tout doués pour autre chose. Je sais que j'ai un petit-fils comme ça un jour qui m'a dit, écoute, quand tu étais petite, tu as dû apprendre la longueur de la Loire. Je lui ai dit, oui mon chéri, effectivement, j'ai appris ça et je le sais encore. Il m'a dit, et ça t'a servi combien de fois dans la vie? Jamais. Je lui ai dit, alors pourquoi veux-tu que j'apprenne des choses pareilles? Et alors je me souviens que ce petit garçon qui avait à l'époque, il avait 3 ans et demi, on l'avait mis à l'école, on l'avait mis dans une école maternelle. Et il n'écoutait pas, il était insupportable. Et un jour, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ton maître? Il est quand même très gentil. Il me dit, oui, mais alors, tu sais, c'est un con fini, ce livre-là. Je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, il nous a raconté que l'eau, elle sort du robinet. Il n'a rien compris au système, le mec. C'est vrai, il était totalement manfré. Alors, il a pris ma tête, il m'a approché la tête, il m'a dit, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que j'ai tort. Et c'est vrai, et il ne disait pas ça de façon agressive. Il me dit, comment veux-tu que j'écoute quelqu'un, un professeur qui essaie de m'enseigner des choses qui sont complètement fausses? S'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des enfants qui ont compris beaucoup de choses et qu'il faut traiter autrement. Alors, ils ont cette vision globale du monde. Ils ont d'abord une vision globale. Ils se disent, j'appartiens à la Terre. Alors que nous, on essaie timidement de... Vous avez remarqué que maintenant, l'écologie est la chose la plus à la mode qui existe. On nous en parle beaucoup, on ne fait pas grand-chose, mais on parle beaucoup. Ça, c'est le côté des Français en général et de d'autres peuples aussi. On parle, on fait du blabla et puis on n'avance pas. Or, ces enfants-là savent que nous appartenons à la Terre, comme la Terre, c'est pas la Terre qui nous appartient, c'est nous qui sommes une émanation de la Terre. Donc il faut prendre soin de ces choses-là. De même, on n'a pas besoin de leur dire, ne jette pas des papiers par terre, ils le savent très bien, n'abîment pas, ils ne s'amusent pas à massacrer des arbres, des plantes pour rien, au contraire. La plupart des indigos que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils parlaient avec les plantes, ils parlent avec l'esprit des plantes. Et ils m'ont souvent dit, oui, tu vois, il y a eu comme une espèce d'âme de la plante, et je lui parle, etc., etc. J'ai rencontré comme ça une petite fille assez extraordinaire, qui était au Portugal, c'est une Allemande, et qui était, moi j'ai rencontré, elle avait 5 ans déjà, et sa mère avait depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans, écrit dans un carnet toutes ses réflexions. Et j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait une autre maman qui était aussi bien que toi. Je ne sois pas jalouse, hein, parce que vraiment, j'hésitais entre les deux. Mais alors l'autre papa, il était tellement mieux que mon papa que j'avais très envie d'aller là. Et puis je me suis dit que c'était mon papa actuel qui avait besoin de moi. Et je suis venue en toi. Et alors c'est très drôle parce que, bon, je ne sais pas s'il faut en tirer quelque chose. Elle disait, je suis entrée dans ton corps quand le bébé a été assez gros.
ce qui signifiait vraiment que l'âme de l'enfant n'était pas encore entrée dans le corps, alors que l'enfant, alors quand sa maman lui a dit, mais il était gros comme quoi? Oh, mais il était gros, parce que là, je pouvais quand même le voir, et là, je suis entrée dans ton corps. Et alors, ce qu'elle a raconté était exactement l'expérience des gens qui ont fait des sorties du corps, qui ont eu des NDE ou des choses comme ça, et quand je suis revenue, j'étais très à l'étroit, etc., etc. Et donc, cette petite fille a raconté qu'elle était venue parce que son papa avait beaucoup besoin d'elle. Or, son père était un ingénieur allemand, de je ne sais plus quelle compagnie téléphonique. Maintenant il a été nommé aux États-Unis, il a quitté l'endroit où je l'ai rencontré. Et effectivement, sa mère enfin la mère de la petite fille m'a dit, vous pouvez savoir ce qu'elle a fait évoluer son père. Et elle a eu la chance d'avoir quand même un père assez intelligent pour comprendre ce qu'il disait, parce que c'était un matérialiste complètement borné, et elle en a fait vraiment un être très spirituel et très éveillé. C'était quand même assez intéressant. Et alors cette petite fille, par exemple, je parle beaucoup d'elle parce que c'est la dernière que j'ai interviewée dans tous les enfants, et je l'ai suivie pendant longtemps, plus que d'autres. Et un jour, elle a eu son grand-père, qui était un homme âgé, et qui était malade, et qui est venu mourir chez sa fille. Donc elle habitait avec le grand-père. Et au moment, un peu avant la mort du grand-père, qu'elle ne pouvait pas savoir, elle avait 3 ans, elle s'est couchée à côté du grand-père, et pendant 3 jours, elle n'a pas quitté son grand-père, elle lui tenait la main, et elle a refusé de manger, de se coucher. Elle suçait des biscuits ou je ne sais pas quoi, mais elle refusait d'aller à table. Et sa mère lui disait, mais enfin, tu ne peux pas parler avec grand-père, ma chérie, parce qu'il est dans le coma. Elle disait, oh, mais si nous parlons tous les deux, mais écoute, tu ne lui parles pas puisque je t'entends. Elle lui disait, oui, mais moi je lui parle avec mon cœur, pas avec ma bouche. Et lui te répond, mais oui, il me répond aussi avec son cœur. Et pendant 3 jours, elle n'a pas quitté son grand-père. Et tout d'un coup, la mère était en train de faire je ne sais pas quoi dans la pièce où le père était couché, où le grand-père était couché, et tout d'un coup la petite fille a jeté la main de son grand-père, elle l'a laissé, elle s'est mise à table, elle a dit, bon, ben maintenant j'ai faim. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais, grand-père? Oui, il est parti, il vient de partir. Alors la mère s'est précipitée pour voir si son père était toujours en vie, et effectivement, son cœur ne battait plus, etc. La petite fille l'a décelé tout de suite, elle n'a pas eu besoin d'un examen médical pour dire, je sais qu'il n'est plus là. Alors évidemment, la mère a commencé à verser une larme, bien qu'elle était une femme très évoluée. Et la petite fille lui a dit, surtout ne pleure pas, parce que là, tu vois, je le vois, il n'est pas content. Mais tu le vois où? Elle lui dit, il est en face de toi, je le vois, mais il n'est plus dans son corps. Mais alors, et tu le vois quand même? Oh oui, oui, je le vois, il est tout lumineux, mais il n'est plus dans son corps. Et tu lui fais beaucoup de peine en pleurant. Et cette petite fille n'a pas cessé d'avoir des réflexions comme ça. Alors un jour, par exemple, elle était dans la rue, et elle a vu il y avait une femme qui passait avec une très belle chevelure rousse, et elle s'est approchée de la femme, et elle lui a dit, est-ce que je peux toucher tes cheveux, madame? Elle était tout un petit bout de femme, elle avait à l'époque 4 ans ou 4 ans et demi, et elle a touché les cheveux, et elle lui a dit, mais tu vois, dans mon autre vie, eh bien ma maman, elle avait la même couleur de cheveux que ça. Alors évidemment, la mère était et la mère m'en a raconté beaucoup, et puis je l'ai vue plusieurs fois, cette petite fille, et elle était complètement évoluée. Elle m'a dit, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne confie pas, là elle avait 5 ans quand même, 5 ans et demi, elle était très débrouillarde, je ne comprends pas qu'on ne confie pas les gouvernements aux femmes. Alors je dis, ah bon, tu veux plutôt arrête-toi. Et oui, parce que nous, on ne veut pas faire la guerre, on ne se bat pas comme les hommes, et si c'était les femmes qui gouvernaient tout ça, eh bien je t'assure que ça se passerait beaucoup mieux. Donc vous voyez, elle avait déjà tout à fait cette conscience. Elle avait... oui, alors un jour, elle était dans la rue, sa famille est agnostique, elle était spiritualiste, enfin elle est dans la spiritualité, mais elle n'avait aucune religion. Et un jour, la petite fille voit des quantités de gens qui étaient amassés pour entrer à l'église le dimanche. Elle lui dit, mais pourquoi est-ce que tous ces gens attendent devant la porte? Et sa maman lui dit, elles vont à l'église pour prier Dieu. Elle dit, mais écoute, c'est complètement ridicule, Dieu il est partout. Pourquoi il faut aller dans une maison spéciale pour prier Dieu? Il est partout. Donc vous voyez, cette petite fille, elle avait réponse à tout. Et maintenant, elle a grandi, et c'est vraiment une fille extraordinaire. Mais c'était pas forcément une bonne élève en classe, parce que ces enfants s'ennuient en classe, on dit que les professeurs ne font que répéter les mêmes choses, qui les fatiguent. Et moi, chaque fois que j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille deux enfants comme ça, tous comme ça, hélas, mais enfin, il y en a 2 qui sont comme ça, qui sont des cancres finis, qui ont été renvoyés de toutes les écoles, avec des professeurs, il y en a même un dont un jour, un des professeurs, et ça on en reparlera tout à l'heure, l'a pris par la gorge, il m'a dit, je te materai, toi.
Je te battrai. Alors évidemment, lui qui est un doux, qui ne battrait personne et qui ne se bat contre personne, a commencé à lui donner des coups de pied. Il m'a dit, mais elle est en train de m'étrangler, cette bonne femme, tu te rends pas compte. Bon, et évidemment, il a été retiré de l'école, il était dans une autre école où ça a été encore une catastrophe, etc. Donc quand on voudra, tant qu'on voudra mater des gens qui ne sont pas dans la pensée unique, qui ne sont pas dans le moule comme on le fait, bah, il est évident qu'on aura des problèmes et qu'on n'arrivera pas à avoir un discours de ces gens-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a ce grand problème. Et alors, justement, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que beaucoup de choses, quand vous leur dites, par exemple, en classe, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas quand ils sont plus grands, quand ils ont 12, 13 ans, souvent ils vous disent, parce que tout ce que dit le professeur, je le sais déjà. Mais tu l'apprends où? Ben, je le sais. Alors ça, ils vous disent toujours, je sais. Je ne sais pas d'où je sais, mais je sais. Et je suis certaine de ça. Et alors, il y a un mathématicien qui s'appelle René Thom, qui malheureusement est mort il y a quelques années, qui a eu le prix Fields, c'est-à-dire c'est le Nobel, à l'époque où le Nobel on ne le donnait pas à n'importe qui comme on le fait maintenant avec la Légion d'honneur. Et ce René Thom disait, il y a la connaissance scientifique et la connaissance non scientifique. Et je pense que la connaissance non scientifique a une valeur supérieure à celle de la connaissance scientifique. C'était un scientifique lui-même, vous voyez, c'était pas un évaporé, c'est un type assez remarquable, qui a écrit des livres très scientifiques, mais qui admettait que justement la science avait des limites, elle ne savait pas tout. Et ça, quand on aura admis ça, déjà on aura fait des gros progrès, parce qu'on s'apercevra qu'il y a une connaissance qui est innée, qui arrive chez ses enfants, et c'est ce qu'ils vous disent souvent, ils vous disent, oui mais moi, je le sais depuis toujours, mais tu le sais depuis quand? Ah mais depuis toujours. Mais avant, mais tu n'as que 3 ans, ils vous disent toujours, oui mais avant. Quand je vivais avant. Et ça, c'est vraiment la petite fille que j'ai rencontrée, on parlait anglais, hein, parce qu'elle ne parlait pas français du tout, et elle appelait ça le world beyond, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. Elle appelait ça l'au-delà. Mais pour elle, c'était un monde aussi vivant que le monde dans lequel nous sommes. Elle disait, quand j'étais là-bas, comme ça on vous dit, quand j'étais en voyage en Turquie et que je suis revenue en France, c'était vraiment pour elle une chose totalement normale. Donc vous voyez, il y a cette vision globale qui est extrêmement importante. Ils vous disent toujours que quand vous faites mal à quelqu'un, c'est que vous faites mal à vous-même. La plupart du temps, vous voyez, ils ont l'impression que nous sommes tous, nous faisons tous partie de ce tout-là et qu'on ne peut pas avoir des ennemis. Donc avec ces enfants, normalement, il ne devrait pas y avoir de guerre, il ne devrait pas y avoir de bataille, puisqu'ils estiment que tout le monde est frère. Moi j'ai rencontré un petit indigo qui me disait justement, oh mais tu sais, Dieu de toute façon il est partout, nous on l'appelle Jésus, mon petit copain il l'appelle Allah, mon autre copain il l'appelle un tel, mais tu sais ça revient au même, hein, tout ça, ça sert à quoi tout ça? C'est pareil. Hein. Donc vous voyez, tous ces enfants, il n'y aura jamais, avec ces enfants-là, le jour où il y en aura de plus en plus sur la Terre, parce que heureusement il y en a de plus en plus, il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de terreur, il n'y aura plus de terrorisme, et il n'y aura plus de gens qui seront dans la peur, puisque tout le monde sera dans l'amour des autres, etc. Donc pour moi, c'est une chose extraordinaire, la vie de ces enfants-là. Et au lieu justement de se dire, ils ne sont pas comme les autres, il faut qu'ils soient les premiers en classe, non. Et ce sont des enfants qui, en général, pourront survivre quoi qu'il arrive. Si un jour il y avait des catastrophes, comme il y en a déjà maintenant depuis longtemps sur la Terre, eh bien eux, il y a un tremblement de terre, il n'y a pas d'électricité, rien, ils survivent, ils reconstruisent une maison, ils se débrouillent. Alors que tous nos polytechniciens actuels, ben, il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient à s'en sortir tout seuls, parce qu'ils sont tout dans la tête et c'est tout, et ça s'arrête là. Donc il y a cette espèce de changement, et ils vous disent de toute façon, oui, c'est très curieux, parce que j'ai parlé avec certains de ces enfants, dès qu'ils avaient 12 ans à peu près, ils deviennent ils sont très passionnés en général par la physique, c'est une chose qui les intéresse énormément, et je l'ai rencontré qui avait exactement le même discours que certains physiciens quantiques, quand ils vous parlent de choses qu'on arrive très difficilement à comprendre, et eux le comprennent très bien. Et ils ont le même discours sans l'avoir jamais bien appris, Dieu sait, à l'école, parce que c'est pas à l'école qu'on apprend la physique quantique dans les petites classes, vous voyez. Ils ont cette espèce d'attitude générale. Alors, il y a... ils sont surtout pas dans la peur. C'est vrai que la plupart des enfants n'ont pas peur, ils ont simplement peur qu'on les brutalise. Vous voyez, ils n'aiment pas justement avoir, s'ils ont un professeur qui commence à lever la main sur eux, alors là c'est la catastrophe. Ils acceptent, il faut discuter avec eux. Si on ne discute pas avec eux, on peut les braquer. Mais si ils vous disent par exemple, je ne veux pas faire ça, vous lui dites,
pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire ça ou tu ne veux pas faire ça, et immédiatement ils vous l'expliquent et ils écoutent les explications. Mais ce qu'il faut, c'est pas les considérer comme des bébés qui ne comprennent pas. Moi je sais que quand j'étais petite, et c'était la mode, et bien après même, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui disaient tu es trop petite pour comprendre. Eh bien non, eux ils disent mais non, je suis assez grand pour comprendre, si tu m'expliques je comprendrai. Donc il faudrait qu'on essaie de ne pas les traiter comme des enfants au sens péjoratif du terme, mais comme des adultes qui sont capables de comprendre. Ce sont des êtres humains comme nous, quand un niveau de... Bon, ils savent peut-être pas toujours conduire une voiture ou faire certaines choses que nous savons faire, mais ça s'arrête là. Mais au point de vue compréhension de l'univers, je crois qu'ils sont aussi en avance que nous, si ce n'est pas plus. Alors, il y a... bon, il y a alors oui, ils disent toujours, parce que souvent, les professeurs leur disent, mais nous savons. Et moi j'ai rencontré justement cette petite fille qui disait oui mais la maîtresse elle croit détenir la vérité, personne ne détient la vérité, on détient tous une petite partie de la vérité, il n'y a que Dieu qui détient toute la vérité. Et jamais on lui avait appris des choses de ce genre-là. Et alors ils voient tous des anges, des entités, l'esprit des fleurs, l'esprit des plantes. Moi je sais que j'ai deux petits-fils comme ça qui passent des heures et des heures à parler à des fourmis, à des arbres. Donc, j'en ai un qui un jour, je lui dis mais tu discutes avec quoi? Il me dit mais je discute avec l'arbre. Je dis bon il te répond, ben évidemment il me répond. Bon, ça allait de soi. Donc vous voyez, ils ont des connaissances que nous n'avons pas et que nous avons coupé tous nos liens avec la nature et avec avec la terre, et eux ont gardé ces liens-là. Ils les ont conservés, ou ils les ont récupérés, j'en sais rien, mais ils ont des liens très forts avec tout ça, et ils comprennent toutes ces choses-là. Alors, il y a... oui, ça c'est pareil. Ce sont des enfants qui, aussi bien, ils connaissent par exemple la télévision, ils savent s'en servir comme un instrument, mais alors ils ne sont pas du tout, quand ils voient une émission, ils sont révoltés. Moi je me souviens, j'avais un petit-fils comme ça, qui était à Tahiti, il avait 4 ans, il avait son petit frère qui avait 2 ans, et un petit copain lui dit « Ah, tu sais, mon papa, il a acheté une télévision. » Mes petits-fils vivaient sur un bateau à l'époque, et évidemment, il n'y avait pas de télévision. Il n'y en a toujours pas. Et le petit copain lui dit « Et ton papa n'a pas de télévision ?» Et mon petit-fils lui dit « Bah non, pourquoi non, pas de télévision. Il n'est pas assez riche, bah non, sans doute pas, il n'est pas du tout. Vous voyez, c'est pas mon papa, il est plus riche que le tien, etc., etc. Eh bien, écoute, viens voir la télévision. » Et mon petit-fils prend son frère par la main, regarde pendant 5 minutes une émission pour enfants, mais pas une émission normale, pas plus débile que les autres, mais longtemps. Il regarde pendant 4-5 minutes, et puis il dit, ben là, vraiment, alors là, hein, viens Arthur, il prend son frère par la main, il dit, on va parler aux étoiles, c'est autrement plus rigolo. Et bien ça a été terminé, ça a été sa rencontre avec la télévision. Bon, alors maintenant, il regarde parfois des films à la télévision, il sait très bien s'en servir, mais quand il voit les émissions qu'il peut y avoir pour adultes, évidemment, il me dit, c'est vraiment, à part certaines émissions, du reste, les seules émissions qu'il regarde, c'est sur Arte, parce que parfois il y a des choses intéressantes ou sur Planète, mais il ne regarde pas tous les Star System, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je ne regarde pas non plus. Donc vous voyez, ils n'ont pas cette espèce d'adduction qu'ont les enfants, qui reste, quand vous pensez que maintenant la jeunesse passe des heures et des heures à regarder toutes les imbécilités qu'on leur montre à la télévision, en vous faisant des cochonneries en même temps, et après on vous dit qu'on va vacciner, qu'on va inventer un vaccin contre l'obésité. Vous voyez, alors, il ferait mieux de commander toutes ces choses-là. Voilà. Donc je crois que ces enfants sont là pour nous faire, pour nous changer. Alors justement, la question c'est, est-ce que ces enfants, c'est nous, notre civilisation, qui a engendré des enfants qui ne sont pas normaux par rapport aux normes, ou est-ce qu'au contraire, ces enfants normaux, et moi je crois que c'est ça la vérité, viennent maintenant sur Terre pour essayer de nous éduquer, pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre certaines choses. Il est évident que si un petit enfant indigo va trouver des gouvernements, il aura peu de chance d'être écouté. Il y a eu comme ça un exemple merveilleux, il y a une petite fille canadienne, elle est allée un jour, ses parents, elle avait 9 ans à l'époque, ses parents l'ont amenée voir la forêt amazonienne. Elle a été tellement outrée de ce qui se passait, de voir les arbres massacrés, toute la nature massacrée, qu'elle s'est dit, il va falloir que qu'on fasse quelque chose. Elle s'appelle Sévère Muculis, je ne sais plus quoi, là, non, Suzuki. Et quand elle est rentrée au Canada, où elle habitait, elle a décidé de faire une association d'enfants. Elle avait 9 ans, hein, et elle a réuni des petits copains pour essayer, pour la défense de la terre, à 9 ans.
Et à 12 ans, elle a appris qu'il y avait le sommet de Rio. Alors elle est allée à Rio avec son argent, elle avait récupéré tout l'argent des anniversaires, des fêtes et tout ça, avec des copains, ils sont partis à une dizaine, ils sont allés au sommet de Rio, et elle avait à l'époque 12 ans, et elle a pris la parole devant 111 chefs d'État. Et ça, je pense que vous pouvez voir, il y avait son interview sur Internet, elle était extrêmement brillante, et il y avait des chefs d'État qui pleuraient. Et elle s'est dit, bah, j'ai peut-être remué quelque chose, et elle leur a dit, justement, elle a dit à tous ces gens-là, vous nous avez appris à respecter les autres, vous ne les respectez pas, vous nous avez appris à respecter la nature, vous ne la respectez pas, tout ce que vous nous avez appris, vous ne l'avez jamais appliqué. Donc il serait peut-être le temps de faire quelque chose. Elle a parlé pendant 6 minutes, tout le monde pleurait, tout le monde s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Quelques années après, elle est allée au sommet de Johannesburg, même discours, même chose, et elle a dit, ben voilà, je suis toujours déçue parce que vous n'avez pas bougé. Maintenant, et à 22 ans, elle est devenue, elle a passé un diplôme de biologie à Yale, ce qui prouve bien que les indigos ne sont pas tous des idiots, vous voyez, on arrive même à faire des grandes écoles, et là, elle s'est battue pour essayer de faire avancer les idées qu'elle avait depuis l'âge de 9 ans. Et bien, elle a réalisé que pour faire bouger les choses, c'est vraiment pas possible, enfin c'était pas possible. Et là, je crois que maintenant, on arrive quand même à une époque où il y a un changement de conscience de l'humanité complète. Moi, je me souviens, il y a, en 2002, j'avais rencontré le directeur je ne sais plus comment s'appelle ce journal, qui m'avait dit, vous savez, pour changer la conscience planétaire, il faut qu'il y ait 5% de l'humanité, et avec 5%, on fera tout remuer. C'était Teddy Goldschmidt. Et je lui ai dit, oh, bon, alors écoutez, 5%, on est déjà 5% au moins. Il me dit, ma pauvre amie, on est à peine 2%. Eh bien, ça, c'était en 2002. Je suis persuadée que maintenant, on arrive aux 5%. Vous savez, c'est l'histoire du centième singe. On commence il suffit d'avoir un tout petit pourcentage pour faire basculer. Et je pense qu'à partir du moment où ces enfants vont nous aider, justement, où il y a quand même des adultes responsables, il n'y a pas que les enfants qui sont responsables, heureusement. La preuve, c'est qu'il y a une quantité de gens responsables, je rencontre tous les jours, et je suis même étonnée de voir qu'il y a autant d'irresponsables. Mais, justement, il y a un exemple qui est très typique, ce n'est pas pour revenir au vaccin qui est mon combat habituel, mais regardez ce qui s'est passé avec cette histoire d'hépatite, de virus, de la grippe. Ah, en réalité c'est une grippe porcine qu'on n'a pas appelée porcine parce que ça gênait les marchands de porc qui vendaient pas bien leur porc. De nouveau, il y en a toujours, on fait plaisir à tout le monde en faisant des âneries sans nom. Eh bien, je suis sûre que si cette crise était arrivée il y a 10 ans, il y aurait à peu près 80% des Français qui se seraient vaccinés. Et maintenant, il y en a eu, j'ai appris qu'il y en avait, on nous a dit sur tous les temps qu'il y en avait 5 millions. Et juste avant de venir, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui est très très proche des laboratoires, qui fait partie de ma famille et avec qui je ne suis pas toujours d'accord. Et on a quand même parlé de là, et cette femme, qui est ma belle-sœur en vérité, m'a dit, ben, vous aviez raison. Vous aviez raison, je ne savais pas à ce point-là quand même, je ne croyais pas, et pourtant elle connaît tous les laboratoires et tous les médecins dans le système, tous ceux que vous avez vus à la télévision en train de nous expliquer que la grippe est tous nous tués. Eh bien, elle m'a dit, j'étais sidérée, je lui ai dit, heureusement qu'il y a eu, vous voyez, il n'y a eu que 5 millions de Français qui ont été vaccinés. Elle m'a dit, non, je vais vous faire un aveu. Et ça, je le sais de source sûre, il n'y en a eu que 1 million. Vous voyez, c'est quand même une merveilleuse nouvelle. Donc ça prouve que la conscience est encore même plus forte que je croyais. Parce que déjà, je me disais, 5 millions sur 65 millions, ça fait quand même un très beau pourcentage de gens qui sont réveillés. Je ne vous dis pas que ce n'est pas parce qu'ils se sont fait vacciner qu'ils sont quand même pour la défense de la terre, de l'écologie et tout ça. Mais il y a quand même un réveil de la conscience qui se produit. Donc je pense que ces enfants maintenant vont prendre le relais, et comme ils vont grandir de plus en plus, et la plupart des indigos que j'ai rencontrés continuent à être comme ça, hein. Ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas changé, ils ne vous disent pas, oh, maintenant que je suis devenu grand, je suis devenu raisonnable, je suis entré dans le moule, et je dis bien tout ce qu'on dit, ils sont toujours dans la révolte et dans la contestation. Donc je pense qu'on va arriver à quelque chose de bien mieux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a eu, alors c'est pareil, il y a eu un autre petit garçon, je ne sais pas, pour vous citer quand même des enfants qui étaient quand même des enfants exceptionnels et qu'on décourage que n'ont pas beaucoup d'adultes. C'est là que je voudrais qu'on essaie de prendre exemple sur cette petite fille. Il y a un petit garçon aussi, comme ça, qui était un petit garçon, je crois qu'il était du Pakistan, il s'appelait Iqbal Marchi. C'est un petit garçon qui a été esclave à 3 ans. À 3 ans, il a été enchaîné pour fabriquer des tapis, il travaillait 12 heures par jour, il a été enchaîné, et il a quand même réussi à s'échapper à l'âge de 9 ans, après avoir appris à lire. Et cet enfant, entre 9 ans et 12 ans, a parcouru le monde
pour essayer d'éveiller la conscience des gens et leur dire qu'il fallait arrêter l'esclavage des enfants. À 12 ans, il a été assassiné, criblé de balles, on l'a trouvé à 12 ans, il était à bicyclette avec des copains, et il a été assassiné certainement par les marchands des tapis, puisqu'ils fabriquaient des tapis et qu'ils disaient qu'il ne fallait pas acheter des tapis de ces pays-là, puisqu'ils étaient fabriqués par des esclaves. On l'a assassiné, et le comité des droits de l'homme pakistanais a dit « Ah oui, non, mais tout ça, ça a été juste un règlement de compte entre bandes », ce qui était évidemment faux. Eh bien, tous les gouvernements ont accepté ça. Personne n'a protesté, personne n'est entré en guerre contre ces gens-là, et personne n'a dit au nom des droits de l'enfant, il faudrait quand même faire quelque chose. Les gens ne bougent pas. C'est pour ça que heureusement qu'il y a des enfants qui bougent, parce que si on attend que l'humanité bouge elle-même, alors évidemment, chacun de nous peut faire son petit travail et essayer de faire bouger les gens, et Dieu sait que c'est un gros travail. Mais je trouve qu'en ce moment, on est dans une pente ascendante, il faut en profiter, et puisque les gens sont en train effectivement de se réveiller un peu, il faut profiter de tout ça, et profiter de ces enfants qui vont prendre la relève après. Donc c'est important de ne pas les casser comme on a cassé toutes les générations précédentes. Regardez un petit peu les catastrophes qu'il y a en ce moment, la vie que les gouvernements nous proposent, tout ce qu'on peut faire. On n'a jamais été aussi malade qu'à notre époque, il n'y a jamais eu autant de pauvres qu'à notre époque, il y a la moitié de la population qui meurt de faim, pendant que l'autre moitié de la population de la Terre meurt de trop manger. C'est pas très grave, on va inventer un vaccin, je vous dis, contre l'obésité, tout ira très bien, et on va continuer à bouffer des cochonneries sans nom. Donc il faut vraiment arrêter ça, donc il faut changer de conscience pour arrêter ça. Et je pense que ces enfants, étant donné qu'ils vont prendre ce relais-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi je le vois autour de moi, j'ai des quantités d'amis qui me disent, oh je t'envie, tu t'amuses beaucoup, tu rencontres des gens formidables, et oui ça c'est vrai, je travaille beaucoup, mais je suis très récompensée parce que je rencontre que des gens merveilleux. Ils disent, oui, mais tu comprends, moi j'ai pas la santé, j'ai pas la force, et puis tu comprends, tu n'as pas peur, mais moi j'ai peur un peu parce que tu comprends, si on m'assassine, je dis, bah, si on t'assassine, alors c'est pas grave. Oui, mais enfin tu te rends pas compte, ah, non, je peux pas, j'ose pas, etc. Ces enfants osent, c'est pour ça que dans notre génération, il y a heureusement des combattants, il y en a beaucoup, moi j'en connais des quantités qui se battent à nos côtés, qui sont des gens merveilleux, mais c'est une minorité, nous sommes une minorité, on le sait, mais cette minorité-là va être aidée par la majorité des enfants, puisque la plupart des enfants maintenant, je ne sais pas si, essayez de regarder, quand vous êtes dans le métro par exemple, dans un autobus, moi je regarde beaucoup les regards des bébés. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les bébés ont des têtes, comme l'on dit, me le disait il y a déjà 10 ans, les mères d'enfants indigos, ils ont un regard de vieillard presque, mais pas de vieillard éteint, hein. Ils ont un regard de grande sagesse sur des visages de bébés. Et ça, je m'amuse dans les métros, dans les autobus, je dévisage beaucoup les bébés, et je les vois, et c'est très drôle parce qu'on a l'impression qu'ils me reconnaissent le nombre d'enfants que je regarde comme ça, et puis qu'ils me renvoient le regard, et on se regarde pendant tout le trajet, et on voit qu'ils ont cette espèce de reconnaissance, et qu'ils aiment être reconnus. Alors, il y a des mères qui s'en rendent compte, mais je suis persuadée que la plupart des mères ne se rendent pas compte. Donc il faut essayer d'éveiller tous ces gens-là, mais ces enfants vont être les premiers éveilleurs. Moi je pense que ce sont des éveilleurs et qu'ils sont arrivés sur la Terre à notre époque, parce que c'est une époque de changement, qu'il faut absolument qu'on change de paradigme, heureusement, parce que vous voyez, on arrive à un moment où on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible, on est au bout. Alors on vous dit toujours, maintenant nous avons toujours, on se réveille, effectivement, c'est ce que je disais, tous les partis politiques maintenant sont devenus tous écologiques, que j'aime beaucoup, ils font rien pour c'est ce qu'ils disent, ils ne font rien pour ça, tandis que là maintenant, on sait qu'on est au bout, il faut faire quelque chose. Donc ces enfants arrivent tout à fait à point pour essayer de sauver la planète et de sauver la Terre et de sauver l'humanité et de sauver surtout notre dimension spirituelle, si je peux dire, qu'on est en train de ficher en l'air complètement, puisque, je vous dis, le seul critère, c'est il faut être plus riche que les autres, plus riche, avoir la plus belle voiture, avoir le plus grand appartement, avoir le plus grand ceci, le plus grand cela. Il faut changer ça, et ces enfants ne sont pas du tout là-dedans, mais du tout. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui est important, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas les jolies choses, hein, du tout, mais ce ne sont quand même pas des enfants qui sont dans l'envie, qui sont dans le besoin, donc ils ne vont jamais devenir des assassins pour essayer de prendre aux autres ce que les autres ont et qu'ils n'ont pas. Les petits délinquants ne sont pas des enfants qui ont été contrariés et qui ont fait des bêtises et qui continuent parce que comme on les a par la terreur et qu'on essaie on les menace de prison, etc., c'est là qu'ils ont peur. Et je pense que si on leur parlait, ça changerait beaucoup les choses. Moi je me souviens, il y a une trentaine d'années,
j'habitais la campagne, et je m'étais rendu compte que dans le garage moi j'ai jamais fermé mes portes, hein, je laissais les portes ouvertes, pas à Paris évidemment, mais à la campagne j'ai jamais fermé mes portes, et je me suis rendu compte qu'il disparaissait beaucoup de choses dans la maison, pas dans la maison mais dans le garage. Et un jour j'ai pris un petit garçon de 8 ans, qui était un enfant d'assistance publique, qui était placé dans une famille, et qui est en train de me piquer un truc. Et je l'ai attrapé et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je savais pas. Alors il m'a dit tout de suite, vous allez appeler la police, vous allez appeler la police. Je lui ai dit, évidemment, je ne vais pas appeler la police. Alors tu vas venir avec moi et tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as pris ça. Mais parce que j'en avais besoin. Tu en avais vraiment besoin? Non, mais j'en avais envie. Je lui ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Alors il a ouvert la bouche, il m'a dit, mais tu me l'aurais donné? Je lui ai dit, peut-être, pas forcément, ça dépend ce que tu me demandes, mais en tout cas ce que tu veux, il m'a pris un petit panier, évidemment je te le donnerai. Et vous n'allez pas appeler la police? Je lui ai dit, évidemment pas. Tu vas le dire à mes parents? Je lui ai dit, évidemment je ne dirai pas à tes parents. Et bien ce petit garçon, après, je l'ai rencontré, enfin j'ai habité cet endroit-là pendant encore une dizaine d'années, il est venu me voir tout le temps, il me disait, si vous avez besoin de quelque chose, je vous aide, si vous voulez ceci, je vous aide. Bon, si cet enfant, je ne vous dis pas que tous les délinquants sont comme ça, si cet enfant, j'avais appelé la police comme il le craignait, je l'avais signalé à la DAS, puisque c'était un enfant de la DAS qui était dans une famille d'accueil, etc., rien ne dit qu'il ne serait pas devenu un gangster. Et moi, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il travaille plus tard pour avoir ce qu'il voulait, mais que je lui voulais un cadeau de temps en temps. J'étais la première à le lui prendre, etc. On est devenus des grands copains. Et je suis persuadée que si on parlait à des quantités de délinquants, je ne vous dis pas tous, il y a quand même des gens qui sont vraiment dans le mal complet, mais il y en a beaucoup qui le sont parce que moi j'ai rencontré comme ça des gens, des petites filles, il y a très longtemps de ça, hein, avant les enfants illégaux, et qui piquaient des choses dans les grands magasins. Et des enfants de bourgeois, des enfants qui avaient beaucoup d'argent justement. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez ça? Mais parce que les autres le font, alors moi je veux montrer que je peux le faire aussi, vous voyez. Donc on essaie toujours de copier des gens qui ne voudraient peut-être pas copier. Alors, au lieu de prendre pour exemple la société dans laquelle nous vivons, qui n'est surtout pas un exemple, il vaudrait mieux justement essayer de ne pas faire comme les autres. Or, vous avez remarqué que maintenant, ce que veulent la plupart des enfants qui n'ont pas la chance d'être comme ça, sont des enfants qui veulent faire comme tout le monde. Ils veulent les mêmes chaussures que les autres, les mêmes vêtements que les autres, ils veulent faire comme les autres et penser comme les autres. Et du reste, vous avez vu, dans notre société actuelle, le nombre de gens qui vous disent sans arrêt, oui, mais ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas? Parce que ça ne se fait pas. Je dis, bien qu'à les faire, et ça se fera. C'est vrai. Moi, le nombre de fois où on m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça parce que ce sont des choses qu'on ne fait pas. Je dis, écoutez, je vais les faire, comme ça, à partir de maintenant, on les aura faites. Et moi, je pense que nous sommes nombreux à faire ce genre de choses, que si on faisait des choses, pas des choses humaines, évidemment, mais des choses qui ne se font pas. Moi, on m'a dit, ça ne se fait pas de critiquer les scientifiques. Je dis, mais si les scientifiques sortent des abris, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas les critiquer. Oui, mais enfin, qui es-tu pour les critiquer? Je dis, je suis un être normal qui réfléchit un tout petit peu, parce que je crois que la seule chose qui nous manque sur Terre, c'est le pouvoir de réflexion. Je crois qu'on ne pense pas assez, on ne pense pas par nous-mêmes. On est comme des gens sur des disques, vous savez. Et j'ai remarqué, parce que souvent je me suis quand même frotté à des scientifiques dont on m'a dit qu'ils étaient de haut niveau, et je me suis rendu compte qu'il y avait qu'un moyen de les coincer, c'est de les faire sortir des rails, parce qu'ils sont complètement comme sur un disque, et quand il y a le disque rayé, à l'endroit où c'est rayé, c'est toujours rayé. Eh bien, il faut les faire sortir des rails, et quand ils sortent des rails, moi je vous assure qu'ils ne sont pas plus importants que n'importe qui, et qu'ils sont même souvent pas du tout plus intelligents. Ils savent par cœur, et c'est ce qu'ils apprennent en classe, c'est du par cœur, et quand il faut qu'ils pensent par eux-mêmes, ils sont incapables de penser. C'est ce que nous avons comme exemple avec notre gouvernement là, notre ministère de la Santé en particulier, qui nous dit, ah oui, mais on ne savait pas, on n'avait pas averti, s'ils avaient réfléchi un tout petit peu, eh bien, ils n'auraient pas fait toutes les âneries qu'ils ont pu faire. Donc, vous voyez qu'il ne faut surtout pas penser comme les autres, il faudrait qu'on réfléchisse tous par nous-mêmes et qu'on essaie d'écouter ces enfants. Alors maintenant, je voudrais vous laisser la parole, parce que si vous avez des questions à poser,